C'était l'histoire d'un jeune garçon qui rêvait de liberté. Un garçon qui, cloîtré entre des murs immenses, ne pouvait ni découvrir le monde extérieur, ni même observer l'horizon. Un individu qui, depuis sa plus tendre enfance, ne supporte pas qu'on lui prenne sa liberté et est prêt à tout pour l'obtenir. Si quelqu'un essaye de me voler ma liberté, je lui volerai la sienne en premier. Tels étaient ses mots à son frère Sig. Pour obtenir ma liberté de mes mains, je volerai celle du monde entier. Ce sont les paroles qu'Eren prononcera à ses camarades de la 104e brigade d'entraînement venus l'arrêter. Tel est son tempérament depuis qu'il est venu au monde. Il l'avait dit dès le départ, il les exterminera tous jusqu'au dernier. À la fin de sa vie, alors que ce jeune garçon n'a cessé d'aller de l'avant toujours vers le même but, la liberté, il convient de se poser la question. Est-ce que Eren a réussi à obtenir la liberté qu'il désirait tant? Est-ce que Eren a pu devenir libre? Mais surtout, en fin de compte, la liberté, c'est quoi exactement? Laissez-moi vous expliquer comment l'un des meilleurs protagonistes de l'univers des mangas et animés a sacrifié son bonheur pour une liberté qu'il n'a jamais atteinte et qu'il finalement ne désirait peut-être même pas vraiment. 何を選ぼうと、それは俺の自由意志が選択したものだ。 En l'an 832, Grisha Yeager, le futur père d'Eren Yeager, alors membre de la résistance de l'Empire d'Eldia Amar, se voit confier le Shingeki no Kyojin par Eren Kruger, chef de la résistance à cette époque. Juste avant de lui transmettre ce pouvoir, celui-ci lui confie une mission, s'infiltrer dans l'enceinte des murs de l'île du paradis et dérober le titan originel à la famille royale. Kruger ajouta les mots suivants à Grisha. 家庭を持て。は？壁の中に入ったら初体を持つんだ。何を言ってる？俺にはダイナがいる。 On ne le savait pas encore, mais c'était la première utilisation du pouvoir du titan assaillant dont on est témoin. Là où d'ordinaire les détenteurs de titans primordiaux accèdent aux souvenirs de leurs prédécesseurs, les détenteurs du titan assaillant, eux, ont pour particularité de voir également les souvenirs des futurs détenteurs de leur titan, mais uniquement ceux que leurs successeurs décident de leur montrer. Car le pouvoir de l'assaillant est d'envoyer ses souvenirs à ses précédents détenteurs, et c'est lui-même qui choisit quoi montrer à ses prédécesseurs. Il fait ça de façon à façonner le passé comme bon lui semble. Et ce pouvoir, Eren Yeager est le seul à l'avoir utilisé en 2000 ans. Car ce pouvoir ne peut être utilisé que par son dernier détenteur. On y reviendra. C'est donc Eren qui a poussé Kruger à dire à Grisha d'une part d'accomplir sa mission s'il voulait sauver Mikasa et Armin, des personnes qui n'étaient même pas encore nées, et d'autre part de trouver une nouvelle femme dans les murs et fonder une famille. Chose impensable pour Grisha, encore bouleversé par la mort de sa femme Dinafrit. Ou du moins sa métamorphose en titan. Eren a ainsi potentiellement provoqué sa propre naissance. Il a influencé son père dans le passé pour qu'il rencontre sa mère et donc lui donne naissance. C'est ce qu'on appelle le paradoxe de l'écrivain. Concept très utilisé en fiction, un concept qui bien sûr sera utilisé de nombreuses fois encore dans le récit. Voici le principe. Imaginez que vous êtes fan d'un auteur de roman et que vous disposez d'une machine à voyager dans le temps. Dans le présent, l'auteur que vous admirez tant est mort. Et vous voulez aller dans le passé pour le rencontrer. Vous allez à une époque où il n'a pas encore écrit le livre. Vous lui laissez le livre que vous avez ramené, celui-ci va le recopier et le publier sous son nom. Mais s'il l'a publié, c'est parce qu'il a copié le livre du futur. Mais si le livre existe dans le futur, c'est parce qu'il a été copié dans le passé. Dans ce cas, qui a vraiment écrit ce livre? Le futur engendre le passé qui lui-même engendre le futur. Le livre a tout simplement toujours existé. Il n'y a pas d'origine. La conséquence est sa propre cause. C'est un paradoxe temporel et un événement qui est à la fois cause et conséquence de lui-même. C'est donc également une absurdité d'un point de vue logique. C'est comme l'œuf et la poule, on ne sait pas lequel est arrivé en premier. Le plus gros exemple du paradoxe de l'écrivain utilisé dans Shingeki no Kyojin, c'est bien entendu le plus gros plot twist de la série présenté dans le 20e épisode de la saison 4. Grisha, grâce au souvenir de Eren qu'il a vu du futur, sait que son devoir est de tuer toute la famille des Reiss à l'exception de Rod Reiss. Mais au dernier moment, il décide de ne pas le faire. Grisha se sent incapable d'ôter la vie d'enfant. C'est là qu'Eren intervient. Grâce au pouvoir de son titan assaillant et originel et à son contact avec Sig, descendant de sang royal, il a réussi à interagir avec son père dans le passé et le convainc ainsi de tuer les Reiss comme il devait le faire à l'origine. Il lui répétera les mêmes mots que Eren Kruger lui avait dit avant de lui transmettre son titan, suggérant que c'était déjà Eren qui les avait soufflés à Kruger pour remotiver son père qui de la même manière se décourageait. 死んだ後もこれはお前が始めた物語だろう。進み続けるんだ。
死んだ後も。これは父さんが始めた物語だろう。Eren a donc utilisé le pouvoir de l'assaillant et l'originel pour influencer son père dans le passé, pour que son père tue les Race à l'exception de Rod Race, donne son titan à son fils qui va grandir, rencontrer Historia et ainsi de suite jusqu'à rentrer en contact avec Sig et ainsi pousser son père dans le passé à tuer les Race. Une fois de plus, passé et futur s'entremêlent et s'influencent mutuellement. Mais c'est justement parce qu'il l'a fait qu'il a obtenu ses pouvoirs de titan de son père. C'est une fois de plus le paradoxe de l'écrivain. Un paradoxe temporel, il n'y a pas d'origine. Les événements forment une boucle temporelle qui a ni début ni fin. L'histoire a toujours été ainsi et pas autrement. Dans la fiction, on a un exemple parfait de paradoxe similaire. Harry, qui se fait assaillir aux côtés de Sirius Black par une horde de détraqueurs, va voir au loin quelqu'un les sauver à l'aide d'un puissant sortilège du Patronus. Cette personne, pas de doute possible, c'est son père. C'est ce que Harry pensait. Il va plus tard dans le film remonter le temps avec Hermione et se rendre à l'endroit exact où il a aperçu son père pour le montrer à Hermione. Ne voyant personne arriver alors que Sirius Black et son lui du passé sont en danger, il se décide à lui les sauver en lançant un puissant sortilège de Patronus. C'est là qu'il se rend compte qu'en fait, cette personne qui l'a sauvé plus tôt et qu'il a aperçu au loin, ce n'était pas son père, mais lui-même. Harry s'est donc sauvé lui-même. Paradoxe de l'écrivain. Il y a toutefois une différence fondamentale avec le cas d'Eren Yeager. Eren, lui, a découvert son destin, sa propre fatalité à un moment précis, le jour de la cérémonie de remise des médailles au bataillon d'exploration, lorsque ce dernier embrassa la main d'Historia. À cet instant précis, Eren a tout vu. Il revit le génocide des Race sous un angle nouveau. Il vit son lui du futur influencer son père pour qu'il tue les Race. Eren comprit ainsi qu'il est à l'origine de tout ce qu'il a vécu. Il vit également à cette occasion son propre futur via les souvenirs de son père. Rappelez-vous, le pouvoir du titan assaillant est d'envoyer les souvenirs aux anciens détenteurs. Mais Eren, lui, en tant que dernier titan assaillant, n'est pas censé pouvoir voir le futur. Mais en embrassant la main d'Historia, Eren a pu voir les souvenirs que son lui du futur a envoyés à Grisha, connaissant ainsi son propre avenir immuable. À partir de cet instant, Eren est conscient de son propre déterminisme. En effet, le futur qu'Eren a vu ne peut être changé. S'il le pouvait, le pouvoir de titan assaillant ne serait pas cohérent, puisqu'il est d'entrevoir le futur, et il ne peut y avoir qu'un seul futur. Spinoza disait « Les hommes se croient libres parce qu'ils sont conscients de leurs actions, mais ignorent les causes qui les déterminent. » En d'autres termes, on se pense tous libres de nos choix et nos actes parce que c'est nous qui faisons ces choix consciemment. Personne ne nous oblige à les faire. Mais en réalité, il y a plein de facteurs extérieurs qui nous ont poussés à réaliser cette action. Des facteurs sur lesquels on n'a aucun pouvoir d'action. Imaginez-vous vous réveiller le matin et vous hésitez entre boire un café ou un lait au chocolat. Admettons que vous choisissez le lait au chocolat. À première vue, ce choix relève de votre libre arbitre. C'est vous qui avez librement choisi le lait au chocolat. Sauf qu'en réalité, ce choix a pu être conditionné par plusieurs éléments. Vos habitudes. Si vous avez grandi dans une famille où le matin tout le monde boit du chocolat chaud, vous serez plus enclin de le faire aussi inconsciemment. Votre environnement. S'il fait froid dehors, il y a plus de chances que vous ayez pris une boisson plus réconfortante. Votre passé récent. Si la veille vous avez pris du café et avez eu des palpitations, il y a des chances que sans le savoir vous voulez éviter le café aujourd'hui. Toutes ces causes vous déterminent sans même que vous le sachiez. J'irai même plus loin. Même vos goûts, même votre personnalité, votre façon de penser. Tout ça est déterminé d'une part par l'environnement où vous avez grandi et d'autre part par la génétique. Le fromage par exemple, croyez-moi que si quelqu'un y est allergique, il va pas aimer ça. Pour revenir à la personnalité, rappelez-vous ce qu'a dit Eren à Sig. Il lui a dit que sa nature d'homme libre, ou plutôt de toujours chercher la liberté quitte à voler celle des autres pour l'obtenir, c'est son tempérament de naissance. Il est né comme ça. Cette personnalité, il est né avec. Il y est soumise. Ce n'est pas lui qui a choisi d'être comme ça. C'est paradoxal puisqu'il s'agit d'une quête de liberté. Mais ce paradoxe sera explicité par Eren lui-même à la fin du manga par une superbe antithèse. Je suis esclave de la liberté. クソ野郎に屈した奴隷は誰が奴隷だ。お前が言った通り、俺は自由の奴隷だ。Pour en revenir à ce que disait Spinoza, tant qu'on n'est pas au courant de son déterminisme, on est convaincu d'être libre, alors qu'on ne l'est pas. Mais Eren, lui, est le seul personnage de toute l'histoire de Shingeki no Kyojin à être conscient de son déterminisme. Eren connaît son futur contrairement à nous et ne peut rien faire pour l'en empêcher. Mais le pire pour Eren, c'est que non seulement il connaît son avenir, mais en plus, c'est parce qu'il le connaît qu'il va se réaliser. Encore une fois, c'est un paradoxe, je m'explique.
Eren a agi sur le passé avec son titan assaillant parce qu'il a vu son futur à travers le baise-main d'Historia. Et il impacte le passé pour que le futur qu'il a vu se réalise. Mais s'il ne l'avait pas vu, il ne l'aurait pas fait. Il n'aurait même pas pris conscience de la capacité cachée du Shingeki no Kyojin. C'est parce qu'il a vu sa mère mourir sous ses yeux étant enfant qu'il a décidé, pour que ce qu'il a vécu se réalise, de contrôler dans le passé Dina Fritz transformée en titan, empêchant la mort de Bertholdt et la conduisant tout droit vers Carla pour qu'elle se fasse dévorer. Cela créa la rage nécessaire à Eren pour arriver où il en est aujourd'hui, ainsi que bien sûr toutes ses rencontres passées. C'est le Butterfly Effect. Vous changez un seul événement et tout le futur peut changer. Si sa mère n'était pas morte, qui sait si Eren serait devenu ami avec Jean et les autres par exemple. Tout se passe ainsi parce que ça devait se passer comme ça et pas autrement. Ces 2000 ans d'histoire qui ont mené à la disparition des titans ne pouvaient se dérouler que de cette manière. 果たして他に選ぶべき選択肢があっただろうか。全ては最初から決まっていたのかもしれない。 Si Eren a pu en premier lieu utiliser le pouvoir du Shingeki no Kyojin et influencer tous les précédents détenteurs de l'assaillant, c'est parce qu'il est le dernier détenteur. C'est lui qui est à l'origine de l'image du Shingeki no Kyojin comme étant rétif à toute forme d'autorité et avançant toujours vers la liberté. Tatakae, Tatakae, bats-toi, Eren transmettra ces mots à ses prédécesseurs. 戦え。 Et s'il est le dernier détenteur, c'est que forcément Eren continuera à avancer vers le chemin qui lui a été tracé, menant à la fin à Ymir qui regarde Mikasa le tuer, lui prouvant qu'il est possible de s'affranchir d'un amour inconditionnel et donc qu'elle-même peut se libérer de l'amour unilatéral qui la rattache au roi Fritz. Et par conséquent à son ordre que par-delà la mort, le pouvoir des titans doit continuer de régner sur le monde. 我が五章においても我がエルディアはこの世の大地を個体で支配し我が巨人は永久に君臨し続ける。 Dès l'instant où Ymir créa le titan assaillant, l'histoire a été écrite sans qu'on sache où celle-ci commence. C'est vraiment un truc de malade. Eren lui-même se demandera où cette histoire a commencé. Mais alors pourquoi? Pourquoi Eren, même après avoir vu son futur à la cérémonie, continuera de clamer qu'il agit librement? Il le dit même à Armin et Mikasa. Quoi que je fasse, cela relève de mon libre arbitre. On peut se dire qu'il ment, mais même quand il réfléchit dans sa tête, il dit tout s'est passé comme je le voulais. Eh bien en fait, Eren est certes soumis au futur qu'il a vu, et ne peut le changer. Merci à l'anime d'ailleurs de l'avoir explicité à la fin, là où le manga n'était pas assez clair je trouve. いいからまだ起きてない虐殺を止めるんだ。できない。お前たちが救える人類は2割までだ。もう決まっている。決まっている。自分で決めて自分で殺したんだろ。何度も試みては失望したが未来の記憶は寸分たがわぬまま起こることは変わらなかった。アルミ、お前が言った通り俺は自由の奴隷だ。 Il n'en reste pas moins qu'Eren est soumis à son lui du futur. C'est son lui du futur qui décide d'envoyer des souvenirs dans le passé à Grisha. Et Eren a vu ses souvenirs indirectement via ceux de son père. Donc Eren, quelque part, est soumis à lui-même. La volonté d'Eren est déterminée par sa propre volonté. Bien sûr, il n'y a comme d'habitude pas d'origine à tout ça. Le Eren du futur a fait ce qu'il a fait parce que dans le passé, il s'est vu le faire dans le futur et ainsi de suite. Mais le paradoxe est là. C'est pour ça que ce pouvoir ne peut être utilisé que par son dernier détenteur. S'il y a des détenteurs futurs, alors forcément ceux avant lui seront soumis aux souvenirs du futur qu'ils verront. Eren, en tant que dernier détenteur, est le seul à pouvoir écrire le passé. Le seul à n'être soumis à aucune autre volonté que la sienne. Le seul à être libre d'agir. Et ne croyez pas qu'il y a une force mystique qui oblige Eren à agir comme il le fait. Ne croyez pas que Eren a déclenché le grand terrassement parce qu'il y était obligé, parce qu'on l'a forcé. Non, il y a tout un processus complexe. Eren voit ses souvenirs du futur, il sait qu'ils sont immuables, puisque c'est le futur. Et il connaît aussi le dénouement final à tout ça. Celui-ci va essayer de passer outre, d'emprunter un autre chemin, tout en ayant en tête ses souvenirs du futur qui le pousseront toujours à revenir au chemin qui lui a été tracé. Ça nous est plus ou moins montré avec le cas de Ramsey. Eren, en le voyant, se rappelle qu'il s'est vu le sauver. Une fois devant lui, il se rend compte de l'absurdité de la situation. Il s'apprête à sauver quelqu'un qu'il va finir par tuer dans un futur proche. Il s'en va donc, mais finit par revenir et le sauver en off-screen. Il conclut après ça que le futur est immuable. S'il ne l'avait pas vu dans ses souvenirs du futur, Eren ne se serait même pas arrêté. Certains me diront que si, parce qu'il a vu Ramsey un peu plus tôt quand il a essayé de voler la bourse de Sacha. Mais bon, de ce qu'on voit, il s'attarde sur la scène parce que c'est l'image qu'il a vue dans ses souvenirs.
Eren s'auto-convainc qu'il faut qu'il aille le sauver malgré tout parce qu'il s'est vu le faire. Bon, l'exemple n'est pas très clair, je l'avoue, mais c'est un peu comme une prophétie autoréalisatrice. Pour le grand terrassement, Eren s'auto-convainc que c'est la seule solution. Il connaît le futur, du moins une partie, et à plusieurs moments, il essaye de voir s'il n'y a pas une autre solution, comme quand le bataillon est allé au congrès des pro-Eldiens. Mais à chaque fois, il voit qu'il n'y a pas de solution, et donc s'auto-convainc que ce qu'il va choisir dans le futur, donc le grand terrassement, c'est la bonne solution. Et même si dans le processus, il va impliquer la mort de Sasha, Angie, Floch et des autres, chose qui, comme Jean l'a si bien souligné, et c'est très important de le noter, ne ferait jamais Eren, あいつはいくらお前が強くても前線から遠ざけようとするやつだった。だがアルミンに軍港を破壊させお前を戦場に呼んだ。あいつが大事だと言った俺もコニーもサシャもだ。 Eren sait que ça mène à la fin des titans et empêche les représailles sur Paradis pendant au moins des décennies, voire des siècles. Et donc, c'est sûrement la meilleure solution. Eren, quand il verra son futur au début, sera blasé, puis à un moment, quand il va accepter que c'est la seule solution, il va y aller à fond. Du moins tout ça, c'est ce qu'il s'est dit pour se convaincre. La vérité, c'est que ça lui sert de prétexte pour sa véritable motivation, qui comme d'habitude est en lien avec sa quête de liberté, voir l'horizon. Eren, plus que tout, voulait depuis enfant voir l'horizon. Il voulait voir tous ces paysages décrits dans le livre d'Armin dénués de vie humaine. Pour cela, il devait recréer le monde idéal du livre d'Armin en éliminant les humains qui peuplent ces paysages et les constructions qu'ils ont établies. Mais Eren ne peut justifier un génocide planétaire simplement pour admirer un paysage. Il lui fallait donc un prétexte pour se justifier à lui-même qu'il a raison de commettre cette atrocité. Et ce prétexte, c'est sauver son peuple et sauver ses amis. Donc oui, même si Eren fait le grand terrassement parce que quelque part il s'est imposé à lui, via justement les souvenirs du futur, il n'en demeure pas moins qu'au fond de lui, il voulait le faire. Et en ce sens, il est esclave de son désir de liberté. Il ne peut s'empêcher de continuer à avancer vers ce paysage utopique d'un monde sans humains. Mais même s'il avait décimé toute l'humanité, il n'aurait pas réussi à se satisfaire dans cette liberté, car il aurait cessé d'avancer. Au fond, ce qui anime Eren, c'est de courir après la liberté. C'est sa raison de vivre, c'est ce qui le galvanise. Il vit pour continuer d'avancer, il ne peut en aucun cas s'arrêter. C'est pour ça qu'il veut que ses amis l'arrêtent avant qu'il ait réussi à anéantir l'entièreté de l'humanité, et donc à atteindre la liberté qu'il désirait tant. Encore une fois, c'est paradoxal, et c'est ça qui est génial. Schopenhauer disait, l'homme oscille de gauche à droite, comme un pendule du malheur à l'ennui. On est heureux quand on a ce qu'on désire, mais dès lors qu'on obtient ce qu'on désire, on ne désire plus, et donc on n'a plus ce qu'on désire. Par conséquent, on passe du malheur, c'est-à-dire le moment où on n'avait pas ce qu'on désirait, à l'ennui. Le moment où on l'a obtenu, mais on ne désire plus. C'est pour ça qu'Eren n'a jamais été heureux et ne sera en réalité jamais satisfait. Eren, depuis enfant, a toujours eu ce tempérament d'ôter la liberté des autres avant qu'on lui vole la sienne. Et c'est ce qu'il a appliqué au monde entier. La liberté des uns commence là où s'arrête celle des autres. En tuant chaque être humain sur Terre, Eren est certain d'atteindre sa liberté. S'il n'y a plus personne sur la planète, alors plus personne ne pourra lui voler sa liberté. Tant qu'il y a des villes, des frontières, des civilisations ou simplement une présence humaine, Eren ne peut aller où il souhaite dans ce vaste monde. Mais Eren, ne pouvant s'arrêter d'avancer, est esclave de cette quête de liberté. Il avait les yeux tellement rivés vers l'horizon qu'il ne regardait même pas à ses pieds. Et à ses pieds se trouvaient des choses qui valaient tout autant que la liberté qu'il essayait de voir au loin. Alors qu'Armin, qui profitait du moment de plaisir à la découverte de la mer et de ce coquillage à ses pieds, Eren, lui, avait les yeux rivés au-delà des flots sur les ennemis à abattre, sur des libertés à prendre pour obtenir cette liberté tant convoitée. Il avait à ce moment déjà vu son futur en embrassant la main d'Historia. À ce moment, il est déjà plus que jamais esclave de la liberté, esclave de son destin. エレンこれ見てよ壁の向こうには海があって海の向こうにいるのは敵だ。向こうにいる敵全部殺せば俺たち自由になれるのか。僕だ。それはやっと気づいてくれたのか。いつでも足元にあったのに、いつも遠くばかり見てるから。Cependant, il y a quelque chose que Eren met au-dessus de son désir de liberté, qu'il met au-dessus de sa propre liberté. Il s'agit
de la liberté de ses amis. Il ferait tout pour ses amis, jusqu'à même se sacrifier. Il a lui-même dit avant d'embrasser la main d'Historia. Il était prêt à se sacrifier pour elle. Et donc, à sacrifier sa liberté. Et pour ne pas perpétuer le cycle de tuerie en sacrifiant Historia et sa descendance en la transformant en titan bestial, Eren a été jusqu'à ravager le monde. Tout ça pour la liberté de son ami. Même si, comme vous le savez, il a fait ça surtout en réalité pour voir l'horizon. Mais si Eren va jusqu'à sacrifier sa quête de liberté pour ses amis, est-il vraiment libre? Ses liens avec ses amis sont comme des chaînes qui l'empêchent d'être vraiment libre. Et son amour pour Mikasa est la chaîne la plus solide, puisque comme Eren nous dit à la fin, s'il a continué d'avancer et à décimer le monde, c'est pour arriver à la résolution finale où Mikasa devra faire un choix crucial. Le choix de tuer Eren pour que Ymir, témoin de cela, puisse comprendre qu'il est possible de se détacher d'un amour, et ainsi se libérer de son amour pour le roi Fritz qui la maintient enchaînée depuis 2000 ans. À cause de ce lien amoureux, Eren, encore une fois, a été contraint de continuer d'avancer, sans jamais pouvoir s'arrêter pour profiter du moment présent. Et si vous regardez le dernier épisode de l'anime, vous voyez bien que ces petits moments de plaisir sont extrêmement importants et font que la vie, même sans une totale liberté, vaut la peine d'être vécue. Sig voudrait bien renaître pour jouer à la balle avec Xaver. Armin, bien qu'en guerre contre Mar, a réussi à profiter de son rêve de voir la mer avec ses amis, particulièrement avec Mikasa, à qui il a fait un sourire très chelou. Est-ce que par hasard, Eren n'aurait pas trouvé la vraie liberté au moment où il s'est fait trancher la tête? En mourant. Sig le disait, la mort est peut-être la vraie délivrance et apporte peut-être la vraie liberté. Mais Eren ne voulait pas mourir. Il a d'ailleurs bien spécifié à Armin. Ce qu'il voulait, c'était profiter de sa vie avec celle qu'il aime et ses amis. Mais obnubilé par son désir de liberté et le fait de toujours aller de l'avant, il n'a pas pu voir ce qu'il désirait vraiment et ce qui était vraiment important. Mais alors, s'il n'a pas pu réaliser son véritable désir, était-il vraiment libre? Mais il cherchait bien la liberté en face de lui, non? Même s'il avait coulé des jours tranquilles avec ses amis, il n'aurait pas trouvé la liberté qu'il cherchait en continuant d'avancer. Et il n'aurait pas été vraiment libre puisque l'ennemi aurait bientôt frappé l'île du paradis et ainsi tenté de voler sa liberté ainsi que celle de ses amis. Et en mourant, il ne peut réaliser son désir de vivre avec ses amis. Eren n'est donc pas libre non plus de ce point de vue. En fait, dès lors qu'Eren a obtenu son grand pouvoir, il n'était plus libre. Il s'est retrouvé dans le rôle de celui qui devra libérer Ymir, et ne pouvait pas vivre de toute façon plus de 13 ans de plus. Eren en fait, depuis sa naissance, n'a peut-être en fin de compte jamais été libre. Mais où donc a commencé cette histoire? N'hésitez pas à laisser un like si vous avez aimé la vidéo, à la commenter, me donner votre avis sur la liberté d'Eren, sur ce fameux paradoxe temporel. Moi personnellement, même si le côté déterminisme me plaît, j'ai un peu de mal avec le paradoxe de l'écrivain parce que, évidemment, c'est une absurdité logique, ça n'a aucun sens. Et j'ai un peu de mal avec ce mécanisme de Eren qui accepte ce qu'il a vu dans les souvenirs du futur, qui se retrouve entre guillemets obligé de faire ce qu'il a vu. Et surtout le fait que ces souvenirs du futur se réalisent à chaque fois dans les moindres détails, même quand il essaye d'aller à l'encontre. Pour moi, la théorie de voyage temporel la plus logique qui pose aucun souci de cohérence, c'est celle qu'il y a dans Dragon Ball. Quand tu voyages dans le passé, tu crées une nouvelle timeline. Simple, efficace, c'est deux lignes temporelles différentes, deux univers différents. Il n'y a donc pas de paradoxe, il n'y a pas d'incohérence. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur les incohérences et mystères irrésolus de SNK. Sur ce, Tatakae! お前らが大事だからだ。他の誰よりも。だから長生きしてほしい。